Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro, d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve tous les jeudis soirs, une fois sur deux, sur Clubhouse, pour discuter des meilleurs films et séries afro. Previously, lors des précédentes rooms, nous avons reçu le comédien Steve Tienche pour une masterclass. Ensuite, on a débattu lors d'une autre room à propos de l'influence de Menace to Society sur les banlieues françaises. Et dernièrement, nous avons évoqué le cas d'Idris Elba dans une room consacrée à The Harder They Fall. Ce soir, dans le Ciné Club Afro, nous allons discuter de Blood Brothers, en français Frères de sang, un documentaire Netflix réalisé par Marcus Clarke. Je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Maboula Soumaoro, maîtresse de conférence en civilisation américaine à l'université de Tours, et qui est l'autrice d'une thèse qui va nous intéresser aujourd'hui, puisqu'elle porte sur la Nation of Islam et le mouvement Rastafari. Alors, bonsoir, je vous préviens. Bonsoir, Maboula. Bonsoir, Maboula. Et donc, je vous préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Donc, au sommaire, aujourd'hui, la présentation du film et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez partager votre analyse, nous expliquer pourquoi vous l'avez aimé ou pourquoi vous l'avez détesté. Et on passera enfin au grand débat du jour. Malcolm X est-il un traître? Question. Était-il un traître? Était-il un traître? Ah ouais, ok. Question, ouais, c'est pas, il manquait de place, j'imagine. On va pouvoir en débattre. Et on terminera avec un point sur les sorties cinéma en France et en Afrique. Alors, c'est bon pour le sommaire. Je vais vous présenter le film. Donc, Blood Brothers, c'est un documentaire qui retrace la relation entre deux figures du mouvement des droits civiques américains, qui ont chacun à leur manière porté les revendications des Afro-Américains, mais aussi et surtout de la fameuse Nation of Islam, une sorte d'église musulmane, objet de fantasmes et de répulsion. Le boxeur Mohamed Ali et le militant Malcolm X, donc sont les deux personnages auxquels on va s'intéresser. Il y a entre eux une relation de maître à élève, une amitié, une rivalité et en fait des liens de frères de sang. On va pouvoir en parler. Essimi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le contexte de ce film ? On est dans une période où on aborde enfin sur le prisme de la fiction et des documentaires la relation chaleureuse, complexe et tumultueuse entre Malcolm X et Mohamed Ali, que n'avait pas fait Spike Lee avec son film Malcolm X, d'où mes réserves sur le film de Spike. Cette relation a été traitée dans Godfather of Harlem, une série sur le gangster Bumpy Johnson, ami de Malcolm X et incarné à l'écran par Forest Whitaker, et aussi dans le film de Regina King, Samba qu'on avait parlé dans le Ciné Club Afro, One Night in Miami, où la réalisatrice imagine une discussion entre Malcolm X, Mohamed Ali, Sam Cooke et Jim Brown. Il ne manquait plus que le documentaire se penche sur cette relation, et avec Frères de sang, c'est chose faite, et de manière frontale. Si je peux me permettre, Essimi, il y a une petite évocation dans le film Ali avec Will Smith. Oui, mais on n'est pas en profondeur au niveau de la relation. Donc voilà, comme je te l'ai dit, il n'y a que dans la série Godfather et Harlem et dans le film One Night in Miami. Et aujourd'hui, donc, il ne manquait plus que le documentaire se penche sur cette relation avec Frères de sang. C'est chose faite et de manière frontale, sans parti pris, avec des images d'archives inédites, qui nous permet de mieux comprendre les enjeux qu'ont subis les deux hommes à un moment où Malcolm X était sous tension avec la nation de l'islam. Donc voilà, et ma première question est pour toi, Maboula. Tout simplement, qu'est-ce que tu as pensé du documentaire de Marcus et Clarke? Maboula ? Alors, je me reconnecte, oui, parce que j'ai coupé mon micro.
Alors, qu'est-ce que j'ai pensé? Ouais, c'était intéressant. J'ai pas appris grand-chose, mais c'était bien expliqué. J'ai bien aimé la mise en parallèle des deux figures, en fait. Parfois, on fait pas le parallèle entre les deux. Ça m'a fait quand même réfléchir à certains points, notamment un truc que j'avais pas envisagé, c'était la différence d'âge. En fait, Mohamed Ali, il avait 17 ans de moins que Malcolm X. Donc il y avait quand même pas un déséquilibre, mais il y avait cette figure de Malcolm X, un peu comme un mentor, comme une sorte de guide spirituel, tu vois. Mhm. Ça m'a frappé quand j'ai regardé le documentaire. Après, je trouve que c'était bien ancré dans le contexte. Ça mettait bien en avant voilà, les enjeux de ces années, le début des années 60, là où on est. Mais après, bon, non, ça s'appelle Blood Brothers, donc c'est vraiment sur Ali et Malcolm X. Mais il y avait des choses, on aurait pu parler plus profondément de la nation d'islam, et voilà, et on aurait pu parler pardon, davantage du mouvement pour les droits civiques à cette époque. Mais je trouve que c'est bien fait, que c'est une bonne entrée en matière et que c'est un bon résumé, une petite synthèse très précise sur ces deux figures. Donc ouais, j'ai bien aimé, en tout cas, je l'ai regardé. Tu n'as pas eu l'impression que dans ce documentaire, on découvre plus la personnalité de Mohamed Ali à cette époque-là, dans ce contexte-là? Un côté beaucoup plus, une part d'ombre en fait, une part qu'on n'a jamais Oui, révélée oui, par rapport à certaines images d'archives. oui, c'est vrai que là, déjà, il s'agit d'une embrouille. Donc, Exactement. on va Qu'on n'a voir. jamais véritablement expliqué dans la fiction, même dans le documentaire. Ouais. Cette embrouille-là. Oh, mais on la décèle. Enfin, justement, je pense que si on avait plus d'infos sur la nation d'islam, ça apparaîtrait plus clairement. Moi, il y a des choses que j'ai senties, notamment sur les rivalités au sein de la nation, sur Mhm, la question de la classe dans la nation, c'est-à-dire toute la bourgeoisie de Détroit, tout l'entourage proche de Mohamed Ali, pas de mhm, Mohamed, Elijah Mohamed, tu mhm, vois, tous les mhm, proches, tous les cadres. Et puis ça aurait pu renvoyer aussi aux raisons qui ne sont pas tellement explorées, aux raisons de l'opposition entre Elijah Mohamed et Malcolm X, enfin, qui ont mené à son départ de la nation d'islam. Tu vois, ça a des mhm. racines un peu plus profondes. Mais en Oui, tout cas, voilà, moi c'est ce que... qui ont été quand même assez détaillés, assez racontés dans la fiction et dans le documentaire. En fait, après, je ne sais pas si tu vas être de mon avis, mais je vais exposer. Est-ce il manque un documentaire sur Mohamed Ali, sur toute sa période à la nation de l'islam, comment il y rentre et pourquoi il quitte la Ouais, nation. Ça ouais, n'a jamais été expliqué. On c'est nous a vrai. toujours vendu le Mohamed Ali, le greatest, le plus grand, le politique, Ouais, certes, ouais, ouais, mais ouais, jamais son passage à la nation de l'islam qui a été toujours occulté. ouais. Et là, c'est un premier pas dans Blood Brothers. Je ne sais pas si Non, tu es d'accord avec mon non, je suis analyse avec d'accord ça. avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais après, ce qu'on perçoit aussi dans le documentaire, c'est il y a quand même son passage à la nation d'islam. C'est pas le passage le plus glorieux pour le mainstream. Tu vois, de passer de Cassius Clay à Mohamed Ali, ça a été un problème, c'est le fait qu'il s'exprime publiquement sur des affaires politiques et tout ça. C'est pas l'image de Ali qu'on a voulu vendre pour la marketer et tu vois, pour la faire circuler et pour Mhm, fabriquer le héros. Tu vois, le mhm. héros, il est venu. Enfin, ça a été un héros plus tard pour le mainstream, hein. Je ne parle pas pour la communauté africaine-américaine ou pour Oui, le oui, bien monde. sûr, pour le Mais mainstream, oui, pour le voilà. mainstream, on se Donc comprend. là, on voit que vraiment, et c'est bien dit à la fin du documentaire, quand on parle de son apparition aux Jeux Olympiques de Exactement. 1996, Ouais, tu vois, d'Atlanta, ouais, ouais, on est exactement. bien après les années 60, on est bien après la nation d'islam. C'est un peu comme Martin Luther King. Tu vois, Mhm. aujourd'hui, on prend Martin Luther King comme une icône vraiment incontestée, incontestable, alors qu'en vérité, quand il a été assassiné, c'était pas du tout un héros pour le mainstream des États-Unis. C'était pas du tout un héros. La fabrication, de la figure de l'héros, elle a été faite bien après sa mort, en fait. Bien après sa mort. Exactement. Samba, Ouais. Alors, bah, en fait, tu peux donner ton bah, avis. je vais inviter nos auditeurs Oui, exact. à monter on stage pour donner leur avis sur le film. Donc, je répète,
pour donner d'abord un avis sur le film. Ensuite, on fera le débat sur la question qu'on a mis en titre. S'il y a des gens qui veulent donner leur avis, n'hésitez pas à lever la main. Et voilà. Moi, mon avis sur le film, sans prétention, pareil, j'ai pas appris énormément de choses parce que j'étais un peu documenté aussi déjà surtout sur Malcolm en fait, un peu moins sur Ali. Alors c'est vrai que c'est cool, ils ont pas mal centré sur Mohamed Ali, mais bon, j'ai pas appris énormément de choses. Mais c'est toujours bien en fait et intéressant d'avoir des images d'archives. Et là, il y en a quand même beaucoup. Alors surtout des photos, hein, mais beaucoup d'images et c'est vraiment agréable à regarder. La narration, je trouve elle est plutôt bien faite. J'aime bien comment il a été monté. Euh, et, euh, et oui, c'est vrai que c'est un épisode qui avait pas été beaucoup expliqué ou commenté ou mis au clair quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai bien apprécié quand même ce documentaire et moi je suis toujours avide d'en savoir un peu plus parce que finalement c'est des personnages qui sont énormément cités, qui sont beaucoup commentés, mais je trouve que on fait pas assez de place justement aux archives et à vraiment la parole qui tenait, la vie qu'il pouvait avoir, et qu'on sorte un peu de cet aspect idolâtrie ou ce côté où on est là, bah voilà, c'est la figure parfaite, c'est le personnage machin. C'est bien qu'on s'intéresse à leur vie, qu'on sache. Et c'est en fait même comme ça qu'on va pouvoir mieux s'en inspirer en les humanisant. Voilà pour mon avis sur Frères de sang. D'accord, moi je vais donner le mien et après on passera la parole à Tissot. Moi je trouvais très intéressant, très didactique. Tout ce qui concerne la relation entre Malcolm X et la nation de l'islam, ça je le connaissais, donc comme toi Samba et toi Maboula, j'ai pas appris grand chose. Moi ce qui m'a frappé c'est Mohamed Ali en fait, les images d'archives et les propos qu'il tient en fait. On voit comment quand la relation devient très tendue entre lui et Malcolm X, on voit vraiment pour qui il penche en fait. Et c'est ça que je trouvais intéressant, la part d'ombre de Mohamed Ali, et qui explique beaucoup de choses, le contexte de l'époque. Et que nous, on a un regard contemporain plus de 60 ans après, mais je ne suis pas sûr que si on avait vécu à cette époque-là, on aurait ce détachement, cette même analyse qu'on a sur la relation entre Malcolm X et la nation de l'islam en fait. Et par les propos de Mohamed Ali, ça m'a véritablement interpellé parce que je ne les connaissais pas en fait. Et sur ce point de vue-là, je trouve que Blood Brother est un excellent documentaire en fait. Donc voilà mon point de vue. Bonsoir à Tissot. Bonsoir Essimi, bonsoir Samba, bonsoir Maboula. Je suis ravi de ta présence parmi nous ce soir. Écoutez, moi j'ai eu du mal à rentrer dans le documentaire. Excuse-moi Tissot, pardon, comme je suis nouvelle sur Clubhouse, à chaque fois j'ai du mal à truc, mais bonsoir et merci. Non, il n'y a pas de souci Maboula, il n'y a pas de souci. Tissot, vas-y. Oui, je disais, bon, voilà, moi j'ai eu du mal à rentrer dans le documentaire. Quand je dis j'ai eu du mal, c'est parce que voilà, j'ai commencé à regarder, je m'y suis surpris à plusieurs fois. Évidemment, le sujet et puis cette relation, elle me semble intéressante et importante. Moi, j'aimais juste des réserves en fait. C'est plus par rapport à la forme sur ce type de documentaire en fait. Voilà, c'est-à-dire. Bon, en fait, moi, je suis dans une période un peu particulière en ce moment, donc je lis des documentaires de création et je vois des documentaires de création, et il y a certains documentaires en fait qui sont faits sur Netflix et sur d'autres plateformes en fait où c'est un peu les mêmes dispositifs en tout cas, tu vois, au niveau soit du montage, soit au niveau donc de la mise en scène. Voilà, et donc
Mais je pense que voilà, c'est un film que je vais regarder de nouveau, mais quand je serai dans une autre période, quoi. Voilà. D'accord, je peux comprendre, mais oui, c'est vrai que c'est monté assez basiquement, assez traditionnellement pour un documentaire. Il n'y a pas d'effet de style, mais on est plus là sur. C'est très didactique en fait. On est là pour instruire. Je ne sais pas ce qu'il pouvait amener de plus sur le terme de la création et surtout, ce qui est le plus intéressant dans le document, ce qui fait sa force, c'est surtout les images d'archives en fait. Oui. Et qu'il n'y en avait pas énormément. Il y en avait pas énormément durant cette période. Ouais, mais c'est pas une critique négative, hein. Non, mais je sais, non, mais sur ce que tu disais justement, effectivement, sur les autres œuvres de fiction que tu as citées un petit peu au début de la soirée. Là, c'est intéressant justement d'avoir une approche documentaire sur cette nature de relation et évidemment donc sur les archives qui sont présentées, c'est bien fourni quoi à ce niveau-là. Mais voilà, moi c'est tout ce que je peux dire en tout cas aujourd'hui pour le film quoi. D'accord. Sinon, Maboula, qu'est-ce que tu as pensé, si tu te souviens dans le documentaire, des propos, par exemple, de Mohamed Ali quand il dit que tous ceux qui s'attaquent à Elijah Muhammad, y compris Malcolm X, doivent mourir, quoi, en fait. Oui, mais comment, Oui, vas-y, pardon. comment tu réagis par rapport à ce propos qu'on ne connaissait pas, en fait? Qu'on n'avait jamais entendu, en fait. Toi, je sais pas si toi, tu savais qu'il avait tenu ce genre de propos. Moi, je le savais pas, j'ai découvert dans le documentaire. Mais comment, toi, tu as réagi quand t'as entendu ça de Mohamed Ali, quoi? Parce que ça, c'était jamais sorti. Ouais, moi en fait j'étais pas tellement étonnée parce que même si j'avais pas, tout comme toi, j'avais pas entendu ces propos, tu vois, mais ils m'ont pas choquée parce que il y a eu toute une campagne qui a été menée contre Malcolm X à partir du moment où il a quitté la nation d'islam ou à partir du moment où il a été interdit de s'exprimer au nom de la nation d'islam. Donc que ce soit Mohamed Ali, là je découvre les propos, ou que ce soit comment dire Louis Farrakhan à l'époque, mais ça c'était très commun. L'expulsion et la marginalisation de Malcolm X, vraiment, elle a fait part d'une campagne, une campagne de presse de Final Call, une campagne au niveau des prêches de la Nation d'Islam. Donc qu'ils le disent, lui-même Mohamed Ali, s'il était membre de la Nation d'Islam, parce que je pense que c'est important de comprendre que Malcolm X, c'est un homme, et ça c'est dit très clairement, c'était bien fait d'ailleurs dans le documentaire. Malcolm X, c'est un homme, et la nation, c'est une institution. Donc il ne faut pas se méprendre. Exactement. Tu vois, il ne faut pas se méprendre. Oui, bien sûr. Au final, quand Malcolm X il est mort seul. Il a été lâché par la nation et les gens n'ont pas lâché la nation. Et la nation a survécu à Malcolm X. Et là, Malcolm X continue à vivre. Mais au départ, on va dire, le parti qui avait le plus de puissance, c'était très clairement la nation d'islam. Très clairement la nation d'islam. Quand Malcolm X il part de la nation d'islam et qu'il fonde sa propre organisation, c'est une toute petite organisation. Il n'a pas de pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a rien du tout. Donc que les gens disent oui, il faut qu'il meure et de toute façon il a été tué, on ne sait toujours pas par qui, mais en tout cas il a pu être tué par plein de personnes différentes, tu vois. Il y a eu un documentaire justement, il y a une série documentaire sur Netflix justement qui raconte l'histoire de qui a assassiné Malcolm X. Ouais. Donc, et même récemment, c'est un homme qui avait été condamné pour l'assassinat de Malcolm X et qui vient d'être acquitté. Là, récemment, il y a soit la semaine dernière, il y a 2 semaines. C'est une histoire sans exactement. fin, la nation, sachant que on sait à quel point le FBI il a été, investi en termes d'infiltration et tout ça. Donc à ce stade, je trouve que qui a tué vraiment Malcolm X, c'est un détail parce qu'il y avait plein de personnes différentes qui pouvaient en vouloir à sa vie, dont les membres de la nation d'islam. Donc moi, quand j'entends Mohamed Ali dans le documentaire dire ça, je ne suis pas choqué parce qu'à ce moment-là, Mohamed Ali, il est vraiment dans la nation. Et donc la politique de la nation, c'était à mort Malcolm X, le traître, l'hypocrite, celui qui a délaissé, qui a trahi. C'est ça qui a été construit comme discours. Exactement, mais de son vivant, Mohamed Ali, on l'a jamais questionné là-dessus, en fait. C'est ça qui me frappe en fait.
Ouais, on l'a jamais questionné. Il a jamais été questionné. On l'entend dans le documentaire, on voit sa fille, surtout son frère, qui disent pas grand-chose en plus par rapport à ça. Parce qu'ils ont fait la paix. Parce qu'ils ont fait la paix. Ça dépend quand est-ce que tu lui parles. Et au départ, ces questions autour de la nation d'islam, ça, c'est des questions internes. C'est des questions, tu vois, qui ont de l'importance pour les Africains-Américains, pour la nation d'islam. Pour le reste du mainstream, on n'en a rien à faire de ce qui se passe. Que Malcolm X il se soit embrouillé avec Elijah Mohammed ou avec Mohamed Ali, tout le monde s'en fout, puisqu'on ne veut pas de la nation d'islam, on ne veut pas de Mohamed Ali, on ne veut pas d'Elijah Mohammed. Donc ça, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, pour le mainstream, oui. Ouais, pour le mainstream. Et au moment mais entre nous, pour la communauté afro-américaine et la diaspora, entre nous, ça aurait été intéressant d'avoir certaines explications qu'on n'a pas. C'est vrai, mais là, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas eu des débats internes au sein de la communauté africaine-américaine, je ne dis pas pour le reste, mais parmi les militants, parmi les activistes, peut-être qu'il y a eu ce débat, peut-être qu'il y a eu cette chose. Mais qui n'est pas sorti chez nous. D'accord. Parce que je te pose ce genre de questions-là, parce qu'aujourd'hui, l'image du diable au sein de la nation de l'islam par rapport à Malcolm X, c'est Louis Farrakhan, en fait. Mm-hmm. Tu vois? Mais même Louis Farrakhan, il a fait la paix. Il a fait la paix avec Betty Shabazz. Il s'est excusé, il a fait un mandat honorable. Des décennies plus tard, il y a eu ce mouvement. Exactement, mais son image a toujours été écornée, toujours les accusations. Tu sais qu'à un moment, ses filles l'avaient accusé d'avoir assassiné Malcolm X. En fait, c'est tout ça, en fait. C'est tout ça, et je trouve que dans ce contexte-là, Mohamed Ali a été beaucoup épargné par rapport à ça, en fait. C'est vrai que. Mais qu'est-ce que tu voudrais? En fait, c'est quoi que. Mais moi, je demande simplement que les gars s'expliquent, c'est tout. Tout le monde est mort. Oui, mais là, il est trop tard. Oui, c'est tard. Ouais. À l'époque, il fallait que les gens s'expliquent, c'est tout. Mais en fait, moi, ce qui me choque pas dans ce que tu dis, c'est que des embrouilles, il y en a eu plein. Tout le monde s'embrouille avec tout le monde quelque part. Donc, soit d'organisation à organisation, ou soit au sein même de l'organisation. La nation d'islam, si on se penche sérieusement sur cette organisation, c'est un truc de ouf. Il n'y a que des embrouilles depuis le départ. Ah, bien sûr. Même la prise de pouvoir d'Elijah Mohammed, qui est considéré comme le messager. Ouais, le messager, tu vois, mais c'est pas lui le fondateur. C'est Farad Mohammed qui a disparu. On ne sait même pas qui c'est, ce mec. Il a disparu. On ne sait même pas qui il était. Il y en a qui disent même qu'il était... On ne sait même pas à quoi il ressemble. Non, mais on ne sait même pas à quoi il ressemble. Il venait, mais peut-être d'un pays étranger. Puis il a été au Canada. C'est un truc tout chelou. On ne sait pas qui c'est. Et au moment où il disparaît, il y a une lutte de pouvoir. Et c'est Elijah Mohammed qui arrive à s'imposer comme le messager. Mais ça aurait pu ne pas être lui. C'est-à-dire qu'il y a eu une embrouille dès le départ. À la disparition de Farad Mohammed, Elijah Mohammed a réussi à s'imposer. Mais il n'y avait pas que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas que lui. Oui, bien sûr. Comme leader. Donc depuis le départ, il y a des embrouilles. Et après, l'embrouille avec Mohamed Ali, pas Mohamed Ali, avec Malcolm X, pardon. C'est encore une lutte de pouvoir, c'est-à-dire que Malcolm X, il prend trop de place, que Malcolm X, de toute façon, il a un positionnement qui est un peu différent de la nation d'islam. Parce que ce qu'on oublie, c'est que la nation d'islam, elle n'était pas investie dans le mouvement pour les droits civiques. La nation d'islam, c'est pas l'organisation de Martin Luther King, c'est pas SNCC, c'est pas les Black Panthers, enfin c'est pas tout ça. La nation d'islam, c'est une organisation religieuse, spirituelle, qui se retire. Elle est séparatiste. Eux, à la base, Exactement. Les États-Unis, ils en ont rien à faire. C'était pas leur pays. Ils ont leur propre drapeau, ils ont leur propre devise. Ils essayent de monter leur business et ils sont pas en train de s'intéresser ou de faire du militantisme autour de l'acquisition des droits civiques ou du droit de vote. Eux, ils s'en foutent. Ils disent on veut même pas faire partie de ce pays. On va jamais gagner avec vous. On vous parle pas. Donc, quand Malcolm X... Exactement. Voilà, quand Malcolm X, lui, il dit, il va à la télé, il va dans les médias et tout ça, il fait trop de bruit. La nation d'islam, elle ne s'intéresse pas à ça. La première fois que la nation d'islam a appelé à voter, c'était en 2008 pour l'élection d'Obama. C'est la seule fois. Sinon, eux, ils votent même pas. C'est pas leur truc.
Donc il y avait déjà un problème de positionnement politique. Tu vois, parce que Malcolm X, malgré ce qu'il disait, il était en conversation avec des autres activistes du mouvement pour les droits civiques et tout ça, même s'il était radical et même s'il était marginalisé, il s'intéressait à ça. La nation d'Islam ne s'intéresse pas à ça. C'est un monde, ça s'appelle Nation of Islam. Nation of Islam, oui. Oui, c'est une nation, bien sûr. Donc les États-Unis, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Merci, Maboula. Après, il y a eu des évolutions. Ouais, exactement. Alors, on a des personnes qui sont montées on stage. Donc, on a Tara et Simone. Alors, on va commencer par Tara qui est arrivée avant. Tara, est-ce que tu as vu Blood Brother? Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur ce... Salut Samba, salut Assimi, salut Maboula, ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Ouais, j'ai vu. Salut Tara. Coucou. J'ai vu Blood Brothers. Je l'ai regardé. Alors c'est intéressant de vous entendre parce que chacun vient avec son prisme. Et moi, je suis ni cinéaste ni spécialiste des sujets, etc. En fait, ce qui m'a attiré, c'était que c'était une histoire d'amitié entre deux hommes dans des mouvements. Et moi, j'étais chaude pour ça parce qu'en fait, c'est rare qu'on parle de ça, alors qu'en fait, on oublie à quel point énormément du développement des mouvements repose sur ça, sur des amitiés, des embrouilles, etc. Donc, je suis allée vraiment en mode curiosité, Netflix, voilà. Et je connaissais pas l'épisode, en fait. Et le film, j'en parle tout le temps parce qu'en fait, je le trouve hyper contemporain, notamment pour trois questionnements clés qui me sont venus. Le truc qui revient tout le temps, est-ce que l'intime est privé ou est-ce qu'il est politique? Et quand est-ce qu'il est privé et quand est-ce qu'il est politique? L'autre question, c'est un peu, tu vois, est-ce qu'il faut être fidèle à l'organisation avec laquelle on milite ou avec nos principes et nos valeurs? Et si du coup, il y a dissonance, comment on fait en fait? Ça, c'est aussi un truc qui revient souvent. Et après, il y a un peu ce truc de... Comme scientifiquement parlant, ton cerveau, il t'empêche d'accepter un truc que t'as pas envie de savoir sur quelqu'un ou sur une communauté ou sur quelqu'un que t'admires, etc. C'est sûr que si tu l'ouvres, en fait, c'est un suicide politique ou social ou militant, etc. Et est-ce que ça veut dire que, faut parler quitte à se suicider? On en a connu plein qui ont fait ça. Ou est-ce qu'il faut se taire parce que nanani, la cause, etc. Ou est-ce qu'il y a une troisième voie qui permettrait à la fois de sortir un peu des supercheries, sortir les gens chelous et tout, et continuer à construire du pouvoir collectif? Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, en fait, parce que c'est des questions qui se posent dans tous les mouvements, en fait, politiques, écologistes, antiracistes, féministes, etc. Et du coup, j'ai vraiment kiffé, donc, dans cet angle-là, personnellement. Merci Tara, c'est intéressant comme lecture. Simone. Bonsoir Simone. Bonsoir Simone. Simone, tu nous entends? En bas à droite, Simone, pour ouvrir le micro. Ouais. En bas à droite. Voilà, oui, je suis. La technologie. Non, c'est pas ça, c'est que en même temps, je viens juste de rentrer. Voilà. Pas de souci. T'as bien d'enlever ton manteau, enlever tes chaussures. Non, j'ai commencé à vous écouter par ailleurs. Non. J'ai commencé par ailleurs à vous écouter. Ouais. Ok. Par rapport à... Ton point de vue alors sur Blood Brother, frère de sang, Malcolm X, Mohamed Ali. Qu'est-ce que t'en as pensé? Le point de vue est intéressant de mêler ces deux personnages-là qui diamétralement sont tous les deux militants de la cause noire, s'apprécient et tout, mais sont dans des logiques diamétralement différentes. Par exemple, juste je fais une petite aparté, sort actuellement aux États-Unis un documentaire qui s'appelle Citizen H. Donc, Arthur H était aussi militant de tous ces droits civiques, de tout ce que vous voulez. Ouais. Et ce qui est bien dans ces documentaires, ils permettent vraiment de faire la distinction entre les gens. On a tendance à considérer que comme ils sont noirs, le même problème, chacun a sa manière d'aborder les choses. C'est dans la manière vraiment d'aborder les choses que c'est très intéressant. Malcolm X, il avait ses positions. Mohamed Ali a pris position contre la guerre au Vietnam.
dans un moment où l'Amérique n'était pas du tout prête à entendre ça, il a accepté de pouvoir faire de la prison. Et Malcolm X, on dit, bon, c'était une figure pour les personnes noires, les droits civiques et tout ça. Juste pour terminer là rapidement, on a eu Sonia Sanchez qui est venue à Paris pour ses mémoires. Elle-même, elle a parlé de l'éloquence de Malcolm X. Elle dit c'est quelqu'un qu'on ne voyait pas beaucoup parce que toutes ces petites conférences qu'il pouvait faire, c'était dans les universités, mais les universités n'étaient pas noires. Donc, quand on voyait Malcolm X, les personnes noires, c'était au coin des rues et tout ça. Et donc, tous ces raisonnements, juste pour terminer là-dessus, tous ces raisonnements-là, c'est bien que les documentaires permettent de voir ça, cette histoire qu'on voit comme ça non trafiquée. Mais sinon, l'Amérique elle-même, elle a beaucoup mis sous silence cette histoire. On voit encore avec la mort de Malcolm X et tout ça, les assassins qui n'étaient pas les bons. Voilà. D'accord. Merci Simone. Est arrivé en stage avec nous Daryl. Bonsoir Daryl. Daryl, tu nous entends? Daryl. Oui, bonsoir. Je suis là. Bonsoir Daryl. Qu'est-ce que tu as pensé du documentaire Frères de sang, Blood Brother, Malcolm X, Mohamed Ali? C'était une expérience nouvelle pour moi parce que vous excusez le bruit, je suis encore au travail. Non, pas de souci. C'était assez enrichissant parce que je connaissais déjà en fait. Moi, je suis un fanatique de Mohamed Ali, pas de Mohamed Ali, mais plus de Malcolm X. Et j'ai grandi dans ça. Donc, quand j'ai vu que c'était le sujet de cette room d'aujourd'hui là, j'étais très emballé. Vous m'entendez? D'accord. Donc, j'ai été... D'abord, c'était enrichissant parce que je savais déjà qu'ils avaient une relation, mais je ne savais pas qu'elle était aussi forte et qu'elle a été manipulée, on va dire. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, Mais je vais vous laisser continuer de parler et puis le temps que je rentre à la maison, je pense que je vais intervenir. D'accord, il n'y a pas de souci, Daryl. Merci d'être intervenu déjà. Merci, Daryl. Tout le monde déjà. Ouais. Bonsoir. Alors, on va couper son micro. Voilà, super, Daryl. Alors, on va passer à la seconde partie. N'hésitez pas, encore une fois, à lever la main si vous voulez participer. Et à nous suivre notre compte Ciné Club Afro pour avoir toutes les informations pour les prochaines rooms. On a mis le lien pour notre Instagram du Ciné Club Afro. Abonnez-vous afin de recevoir, de savoir quand est-ce qu'on fait des rooms et les thématiques qu'on aborde. Comme ça, vous pouvez aussi regarder, vous aurez le temps de regarder les films avant qu'on les commente. Et puis, on fait gagner des places de temps en temps. Donc voilà, la semaine dernière, on a fait gagner des places pour la méthode Williams, avec Will Smith. Voilà. Non, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Voilà, merci, désolé. Non, pas de souci. Il y a 2 semaines, on a fait gagner des places pour la méthode Williams. Et donc, Simi, c'est toi qui a fait le bordel là, parce que... Comment ça, j'ai fait le bordel? Qu'est-ce que tu racontes là? Le titre là de cette room qui est quand même assez... assez provoquant. Voilà. Donc explique-toi maintenant. C'est pas en mon nom. Voilà. Je me désolidarise. Monsieur Samba se défausse très rapidement. Voilà. Oui, mais c'est à l'issue de ce documentaire, je me suis posé cette question. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, on va resituer dans le contexte, entre l'année 1963 et 1964, il y a des tensions très vives entre Malcolm X et la nation de l'islam pour certaines raisons. Par exemple, la déclaration de Malcolm X sur la mort de Kennedy, que Malcolm découvre la vie débridée de Elijah Muhammad qui n'est pas en phase avec son discours, et les luttes d'influence au sein de la nation. Mais Malcolm X a en face de lui une institution, comme l'a très bien dit Maboula, qui a ses codes et ses règles et qu'il ne faut pas remettre en cause, sinon on te considère comme un traître, un Judas. À titre personnel, ce n'est que mon point de vue, si à cette période, j'étais membre de la nation de l'islam, j'aurais considéré
sans doute à tort, que Malcolm X comme un traître, alors qu'il avait, sur le fond, entièrement raison. J'aurais sans doute tenu à l'époque aussi les mêmes propos que Mohamed Ali sur Malcolm X, car j'aurais choisi, moi, l'institution, comme l'a très bien expliqué Maboula, plutôt que l'homme. Alors, voilà ce que je peux dire par rapport à la thématique du débat. Et je vais me tourner vers toi, Maboula, et je vais poser aussi la question. Est-ce que, pour cette période, je parle bien pour cette période qui correspond au documentaire Block Brothers, est-ce que tu considérais ou que tu considères que Malcolm X était un traître? Ça dépend là où on se positionne. Si on est du côté de la nation de l'islam ou si on est en dehors de la nation, en fait. Si on est en tant qu'observateur, en fait. En tant qu'observateur, on en a un à faire. Enfin, je veux dire, on s'en fout de Malcolm X. Mais à l'intérieur, est-ce que c'est un traître, Malcolm X un traître à quoi? C'est ça la question. Un traître à la nation de l'islam, à tout ce que représente la nation de l'islam. Ouais, mais c'est au-delà de le problème avec cette institution, c'est il y a l'institution et il y a les figures au sein de cette institution. Donc, est-ce qu'il y a eu une opposition à Elijah Muhammad? Oui. Est-ce que cette opposition à Elijah Muhammad, elle était acceptable pour la nation? Non, puisque Elijah Muhammad est le messager et le représentant de Dieu sur terre. Donc, en fait, tu ne peux pas négocier avec lui. Donc, si tu t'opposes à lui, tu t'opposes à tout le monde, puisque il y a quelque chose de très, de très ancré, de très humain dans la nation d'islam. Farhad Mohamed disait qu'il était Dieu sur terre. C'est ça la nation d'islam. C'est Dieu sur terre. Donc, si tu t'opposes à Dieu, évidemment, tu t'opposes aux principes fondamentaux. Après, je pense que quelque chose qu'on pourrait aussi mettre en avant, c'est la déchirure personnelle et spirituelle que ce conflit a pu constituer pour Malcolm X. Je veux dire, Elijah Muhammad, c'était vraiment son mentor. C'était vraiment une figure paternelle. Donc, au-delà de la lutte politique, il y a quand même eu une grande blessure humaine, une grande blessure personnelle. Je veux dire, cette religion ou cette spiritualité telles qu'elles ont été adoptées par Malcolm X depuis qu'il était en prison, ont fait qu'il se sentait comme sauvé. Enfin, je veux dire, Elijah Muhammad et la nation l'ont sauvé en tant qu'être humain au niveau spirituel, tu vois. Donc, se séparer de ça, ça a été vraiment beaucoup pour lui, tu vois, en tant qu'être humain, pas seulement en tant qu'activiste, en tant qu'homme politique, tu vois. C'est la nation aussi, elle répare. C'est ça son truc. Elle recrute dans les prisons. Parce que justement, Elijah Muhammad, il a fait de la prison au départ, dans les années 30, comme il voulait pas participer à l'effort de guerre à la fin des années 30, il a fait de la prison, il a refusé d'aller à l'armée, et donc depuis, il y a cette tradition chez la nation d'islam de recruter dans les prisons. Donc il y a tout un côté réformateur. On vous trouve là où vous êtes le plus bas. Vous êtes en prison, où on va réformer les toxicomanes, où on va essayer de convertir même, tu vois, des criminels. Donc, au-delà de la portée politique basique, il y a quand même une portée très spirituelle et très humaine. En termes de reconstruction, tu te réinventes en tant que noir, tu regagnes ton humanité pleine et ta divinité, et tu arrives à ton potentiel. C'est ça les principes de la nation d'islam. Après, l'embrouille entre Malcolm X et la nation, c'est politique, c'est tout. C'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, Malcolm X, il prenait trop de place, il emmenait la nation justement, excuse-moi de te couper, mais par rapport à ça, j'ai une question. Est-ce que tu penses que Malcolm X n'a pas fait des erreurs par moment de communication? Il pouvait s'opposer, il s'est opposé à Elijah Muhammad, ses méthodes, et quand il était sur des critiques politiques, à la rigueur, ça pouvait passer. Par exemple, l'embrouille par rapport à ses déclarations par rapport à Kennedy, donc là, ça pouvait encore passer. Mais quand il fait des attaques personnelles sur la vie intime, et dans le documentaire, c'est très bien précisé par l'un des membres de la nation de l'islam qui a plus de 80 ans, là, qu'on le voit dans le documentaire, et qui dit qu'il s'attaque à la vie personnelle de Elijah Muhammad, et il en parle publiquement.
Est-ce que tu trouves justement par rapport à ça que par moment Malcolm X n'a pas fait certaines erreurs de communication, quoi? En fait, de laver son linge sale en public, en fait, plutôt que de... Là, c'est trop facile parce que, regarde, l'histoire avec la déclaration autour de Kennedy, c'est juste une excuse. On s'en fout de ce qu'il a dit, c'est pas grave. Là, c'était juste, on va utiliser cette déclaration pour dire que maintenant, il ne doit plus s'exprimer au nom de la nation d'islam. On va le mettre en quarantaine et on fait traîner la quarantaine à tel point que Malcolm X, il dit, bah, si vous voulez me virer, virez-moi au moins. Et si vous ne me virez pas, bah, moi, je m'en vais de moi-même, tu vois. Mais après, tout ce qu'il a découvert au sujet de la vie de Elijah Muhammad, ça peut être considéré comme réel et comme sincère. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais autant sur le fait qu'il avait une réelle admiration pour Elijah Muhammad. Donc, à partir du moment où tu as une admiration, où tu et réciproquement aussi. Voilà, et que ce discours te touche, ce discours te fait évoluer, te transforme en tant qu'être humain. Malcolm X, c'était une caïra, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il a changé d'hygiène de vie, il a changé de posture ou de positionnement sur la vie. Et à partir de là, la personne que tu considères comme ton père spirituel, comme celui qui t'a sauvé, bah, tu te rends compte qu'en vérité, il est en train de serrer toutes les petites secrétaires et qu'il a des enfants. Pourquoi ça, tu ne pourrais pas le dire? Et peut-être... Non, mais que tu le reproches, mais par exemple, le reproche qu'il le fasse publiquement, en fait, qu'il le déclare dans les médias, tu vois, qu'il fasse cette critique-là publiquement, en fait. Mais parce que comme tu l'as très bien dit sur Kennedy, oui, ils l'ont pas viré parce que l'affection était réciproque. Elijah Muhammad, je pense qu'il avait beaucoup d'affection pour Malcolm X, donc il pouvait pardonner certaines déclarations. On lui dit non, mettez-le en... Je pense qu'il a aussi la pression pour que on le vire depuis, en fait, mais il ne l'a pas fait. Mais à partir du moment où il s'attaque à sa vie privée, en fait, et qu'il en parle publiquement, là, je pense qu'il avait franchi... là, c'était plus possible. Non, mais parce qu'il a essayé d'aller parler à Elijah Muhammad, et Elijah Muhammad ne l'a pas reçu. C'est tout. Et là, l'embrouille commence vraiment, et elle est en public. C'est tout. Je pense ils auraient pu négocier ça en privé, mais imagine du sens que ça revêt si c'était en privé. À partir du moment où tu crois en un gars qui est censé représenter une sorte d'idéal et tu vois que cet idéal, il est faux, bah, ça remet en cause toute la nation, en vérité. Ça remet en cause toute la nation puisque tu peux pas faire tu peux pas faire la part des choses entre l'être humain et l'institution. Tu es censé être le leader parce que tu es le représentant ou tu es Dieu sur terre toi-même. Et en fait, c'est faux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on le met sous le tapis, on n'en parle pas et on fait comme si. Mais je pense que par amour, et là je suis d'accord avec toi, par amour, par affection réciproque et par admiration, Malcolm X, il aurait pu gérer ça, tu vois, c'est-à-dire qu'il voulait tellement pas perdre son père que l'autre, il aurait pu le tchatcher, le recevoir chez lui, dire ouais, tu sais, c'est comme ça, c'est la vie, nanani, nanana, ok. Et il aurait pu, par amour, accepter. Mais comme il y a eu cette opposition interne et politique, bah à partir du moment où il l'a rejeté, où il l'a pas reçu, il a refusé de le recevoir, bah là, il a lâché tous les bails en public. Et puis c'est tout. C'était la vraie embrouille. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'il y avait déjà une cassure, il y avait déjà une désillusion. Malcolm X, il était sincère dans sa foi. Il était sincère dans sa foi. Donc là, c'était déjà un grand drame, ce qu'il venait d'apprendre. Parce que ces histoires, elles ont, au moment où il les sort, c'est pas récent, hein, c'est pas, il vient de connaître ses histoires et il se casse. Ouais. Non, ça faisait longtemps qu'il savait. Et après, comme il voyait que de plus en plus la garde se resserrait autour d'Elijah Muhammad, qu'il avait moins accès à Elijah Muhammad et tous les gens de la garde rapprochée profitaient de ce moment pour écarter Malcolm X, parce qu'il y a des rivalités. Enfin, je veux dire, il y en a d'autres qui voulaient être Malcolm X à la place de Malcolm X. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cela, on approfondit, tu vois, les tensions. Et puis après, comme il n'y avait plus de contact direct, ben là, ça y est, maintenant, c'est sauf qui peut, on sort les dossiers. Mais les dossiers, ils n'étaient pas nouveaux. Hein. Alors, merci Maboula. On va un peu répartir la parole. Est-ce que, alors je crois avoir vu Tara vouloir timidement ouvrir son micro. Est-ce que Tara, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, pardon, j'utilise pas beaucoup Clubhouse non plus, donc je sais pas bien comment ça marche. Ouais, en fait, moi j'étais étonnée. Et Simi, en fait, on a, tu vois, la logique inverse sur quand est-ce qu'on est dans de la traîtrise ou pas. Et je pense que ça dépend à quoi tu es fidèle.
Mais pour moi, par exemple, si on a un discours, on fait partie d'une organisation, on a un discours, on a un positionnement. Toi, tu vas parler dans les médias et tu dis autre chose, tu dis ton positionnement. Là, pour moi, tu as trahi l'organisation et c'est légitime de te mettre sur le côté parce qu'en fait, on a un discours collectif, on a des règles collectives. En revanche, si tu dénonces quelqu'un qui lui-même a un positionnement qui est contraire à ce qu'il prêche, bah, tu vois, pour moi, qui trahit en fait la structure? Pour moi, c'est Elijah Muhammad qui trahit. Puisqu'en fait, lui-même, il n'est pas fidèle à son propre discours, quoi. Donc, j'aurais le raisonnement totalement inverse. Et donc, du coup, pour moi, c'est... Alors après, Maboula, tout ce que tu dis sur le contexte, moi, quand je le regarde, j'ai pas tout à fait le depuis quand... Enfin, j'ai pas du tout, même. Depuis quand il savait, quand est-ce qu'il aurait pu sortir le truc et tout. Et pour moi, il y a plus une erreur, pas de com, mais stratégique, qui est de se dire, mais pourquoi tu balances comme ça quand t'as rien construit comme alternative? Ou en tout cas, c'est l'impression qu'on a en regardant le film. Je sais pas ce qui a été vraiment dans les faits. Et alors que en vrai, t'as raison, mais c'est pas parce que t'as raison que tu gagnes. C'est pas parce que t'as raison que les gens vont te suivre, en fait. Il y a une naïveté de sa part, tu veux dire. Stratégiquement, de se dire, tu crois que parce que tu vas dire, ouais, en vrai, il est pas honnête, en vrai, il fait des trucs sales et tout. Ouais, et donc, en fait, et les gens ont le choix. En fait, vraiment, en termes neuroscientifiques, tu vois, c'est genre, ok, mais là, il y a de la sécurité, là, il y a du danger, donc toi, sors, quoi. Et donc, je suis surprise, en fait, d'entendre que... Pour moi, c'est la fidélité aux principes et aux valeurs d'abord. La trahison, elle vient de celui qui ne respecte pas lui-même, pardon, les principes. C'est un point de vue qui se partage. Ouais. Moi, je donnais mon point de vue sur la question. Moi, ce qui m'avait marqué sur ce thème, ce à quoi j'ai repensé tout de suite, c'est dans le documentaire Qui a tué Malcolm X, là, donc, qui est aussi disponible sur Netflix. J'avais été assez frappé par les habitants de, alors je ne le prononce peut-être pas bien, Newark, donc la ville dans le New Jersey, dont étaient originaires les membres du commando là, qui a assassiné Malcolm X. Et ce qui était frappant, c'est le fait que finalement, il y avait pas mal de gens qui soutenaient l'assassin présumé, on va dire, vu qu'il n'a pas été jugé. Et en même temps, une espèce de ouais, en gros, Malcolm ici, c'est pas la star, c'est pas l'idole de tout le monde. Malcolm, c'est celui qui a trahi la nation. Et en fait, qu'il y avait encore un peu ce petit truc, quoi, qui traînait, cette espèce de petit truc qui traînait, et qu'en fait, là-bas, à l'époque, c'était une ville qui était... il avait la mosquée de cette ville était plutôt hostile à Malcolm. Et en fait, entre guillemets, on sait que c'est nous qui l'avons éliminé, et en fait, voilà, on veut pas en parler, et ça m'avait frappé, surtout avec le temps qui passe, quoi. Malgré le temps qui passe, qui est encore des résidus de cette de ce rejet de Malcolm, comme quoi, voilà, tu touches à la nation, tu touches à nous tous, et donc tu mérites la mort. Et du coup, même quand tu disais que tu avais été étonné par les propos de Mohamed Ali sur le fait que Malcolm méritait de mourir, et ben j'ai repensé à ces gens-là qui, en fait, pour eux, c'était naturel, quoi. C'était même pas, il n'y a rien de surprenant, quoi. Mais après, c'est des propos, on va dire, un peu extrémistes. Comment? Non, j'allais peut-être répondre à Samba. Vas-y. Non, mais je disais à Samba, je trouve que c'est important ce que tu dis, mais que ça met en lumière le fait que, tu vois, la question de la perspective. Aujourd'hui, nous, maintenant que la figure de Malcolm X, elle est, je sais pas moi, elle est établie, il est devenu un héros. Universel, ce que voilà. Je peux, entre guillemets, mais je mets beaucoup de guillemets. Ouais. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait des embrouilles partout et ce n'était pas un front unifié. Donc pour les gens, Malcolm X, c'était juste un gars. Tu vois, c'était un gars parmi d'autres. Et ce gars, il a foiré ou il n'a pas foiré, on est d'accord avec lui. Des embrouilles de mosquées, là, dans la Nation d'Islam, il y en a depuis la fondation de la Nation d'Islam. Depuis les années 30, il n'y a que des embrouilles de mosquées. Tu vois, les mecs de Newark, dans le New Jersey, les mecs de Boston, les mecs de Détroit, les mecs de Chicago, les mecs, je sais pas, de Miami, tout ce que vous voulez.
Donc en fait, nous aujourd'hui, on voit Malcolm X et voilà, comme le joyeux, prophète. comme le prophète. Mais en fait, pour eux, non, les gars, ils disent mais Malcolm X, c'est pas mon gars. J'en ai C'est rien à vrai, faire. justement, je voulais t'interroger sur ça, Maboula, sur l'image de Malcolm X depuis sa mort, qui a pris une dimension quasiment christique, entre guillemets, au sein de la communauté afro-américaine, et même dans la diaspora, en fait. Et de son vivant, il avait... Alors, je sais pas, toi, tu es mieux placé que nous, parce que tu as étudié beaucoup sur cette question-là, sur la nation, sur les Afro-Américains, Malcolm X. Est-ce que de son vivant, il avait une telle aura? Est-ce que, par exemple, il avait l'aura qu'il a aujourd'hui, à l'époque? Il était très charismatique et il avait. Non, mais je te parle sur la dimension charismatique, ça, il n'y a pas de souci. Mais une aura, tu vois, une dimension connue sur le plan international comme aujourd'hui, ou c'est juste après sa mort qu'il a pris, tu vois, comme Tupac en fait. Voilà. Après leur mort, c'est des véritables légendes en fait. Exactement. Donc je pense que sa légende, elle a été accrue à Malcolm X après sa mort, mais sur place, le mec, il est devenu, comment dire, représentant ou comment on dit, pardon, spokesperson, comment on dit porte-parole. Le porte-parole, merci. Le porte-parole de la Nation d'Islam, il n'est pas devenu le porte-parole pour rien. Malcolm X, on doit aussi comprendre que c'était un grand organisateur et qu'il a vachement recruté pour la Nation d'Islam. Des années 30 aux années 50, la Nation d'Islam, c'est une petite organisation confidentielle, comme il y en a plein. Tu vois, avant la Nation d'Islam, il y avait le Moorish Science Temple of America, par exemple, qui était basé dans le New Jersey. C'est pour ça que là, Samba, tout à l'heure, est parlé de la Nation à Newark, dans la ville de Newark. Il y a eu beaucoup d'organisations qui ont précédé la Nation d'Islam et des organisations musulmanes ou certaines, même, il y avait des juifs noirs. Enfin, voilà. La Nation d'Islam, c'est celle qui a perduré. C'est celle qui a été la plus solide. C'est celle qui existe encore aujourd'hui. Mais avant, tous ces groupuscules qui, comment dire, qui s'embrouillaient les uns les autres, qui naissaient les uns des autres, bah, ça voulait dire qu'il y avait des embrouilles et des tensions. Il y en a un qui va être dans le Moorish Science Temple of America, après il va partir, après il va rejoindre la Nation d'Islam, après il va partir, après il va fonder les 5%ers. C'est que des embrouilles comme ça tout le temps. Donc nous, pardon, quand on regarde Malcolm X aujourd'hui, on pense vraiment à cette grande figure établie. Alors que exactement. À la base, c'était un mec parmi d'autres. Mais même en étant un mec parmi d'autres, c'est quelqu'un qui a vachement réussi à recruter pour la Nation d'Islam. Des années 30 aux années 50, la Nation d'Islam, c'est tout petit. À partir de 1952, quand Malcolm X rejoint la Nation d'Islam, et ben, lui, il fait vraiment du recrutement, comment dire, sur le terrain. Il voyage partout dans les États-Unis, va dans tous les ghettos. Et c'est lui qui donne de la visibilité à la Nation d'Islam. C'est lui. Et ça, c'est pour ça que je disais, il était charismatique et il était connu pour ça. La mosquée numéro 7 à Harlem, c'était aussi une des mosquées les plus dynamiques. Donc tu vois, ça même à son époque, c'était une grande figure, tout comme Louis X, qui va devenir Louis Farrakhan. Lui aussi, il était dynamique. Il y avait quand même des grands... Parmi tous ces gars, il y avait des gars qui sortaient un peu du lot. Et après, maintenant, c'est encore plus grand qu'à l'époque. Mais celui qui a recruté vraiment, qui a tout organisé, qui a développé vraiment sur la carte, c'est Malcolm X, sans aucun doute. Avant des années 30 aux années 50, la Nation d'Islam, c'est rien. C'est rien. C'est une organisation religieuse et musulmane parmi d'autres. Il y a d'autres groupes musulmans. Par contre, c'est celle qui a duré le plus longtemps. Et c'est celle qui dure encore aujourd'hui. Ok, merci Maboula. Il y a un commentaire, parce que maintenant on peut mettre des commentaires de Adama. Donc Adama, si tu veux monter, tu peux aussi, qui nous précise aussi que le journal Muhammad Speaks a été fondé par Malcolm X, qui lui aurait donné le nom de Elijah Mohammed par modestie. Exactement. Et ça, c'est vraiment tout le côté organisationnel de Malcolm X. Il a vraiment fait ça pour la nation. Il a donné beaucoup à la nation d'Islam, hein, Malcolm X. Il a donné beaucoup. Et il l'a développé et il l'a mis sur la carte. Avant, des associations ou des organisations comme ça, il y en avait plein. Ok, merci Maboula. Atisso ou Simone, Atisso, ton point de vue gens en bas, n'hésitez pas. Ou alors, si d'autres personnes, levez la main pour donner votre avis sur le sujet du jour. Est-ce que Malcolm X est un traître? Était-il un traître? Maboula, elle est gentille, elle juge pas les gens. Venez. Elle veut pas avoir de problème. Oui, j'avais coupé mon micro, Samba. Tu m'as pas entendu rire. Oui. Simone, vas-y, donne-nous ton point de vue sur est-ce que Malcolm X pour toi était un traître?
durant cette période par rapport au Non, documentaire? non, on peut pas parler de traîtrise. Par rapport à ce qu'a dit, les propos que vient de dire Maboula Soumaoré ont été corroborés par Sonia Sanchez, hein, qui est professeure dans les Cultural Studies. C'est également elle qui a écrit les discours d'Obama au moment des élections. Elle disait elle-même que nous avait parlé de Malcolm X quand elle est venue en France. Elle disait elle n'a jamais vu quelqu'un d'une telle éloquence, d'une telle prestance. Les foules venaient pour écouter Malcolm X au coin des rues et tout. Il n'était pas traître parce que lui, il a essayé d'introduire le fait que on peut être noir et pas avoir tout à fait le même raisonnement. Parce que la question noire, elle est très vaste. Même aujourd'hui encore, quand on regarde les médias, quand quelqu'un meurt ou d'autres, le représentant John Lewis est mort, il a été confondu avec quelqu'un d'autre. Bien souvent, le noir, c'est la personne qu'on confond avec un autre noir. Et le débat, au moment où nous sommes là aujourd'hui, Malcolm X mort, le débat, il est toujours quel type de noir je dois être ou quel type de noir il faudrait que je sois. Les débats sont là même jusqu'aujourd'hui. Il y a les pro-Malcolm X, il y a ceux qui sont plutôt Martin Luther King. Même en Afrique du Sud, avec Nelson Mandela et l'apartheid, le débat s'est posé. La manière dont on juge Winnie Mandela n'est pas la même qu'on juge Nelson Mandela. Donc, c'est tout le problème aujourd'hui. On ne peut pas parler de lui en tant que traître. Quand vous êtes dans un mouvement qui exige de vous que vous portiez des responsabilités, vous prenez les responsabilités en fonction de la vision que vous avez, vous, du moment. Voilà. Merci, Simone. Atisso, tu as un avis? Tu as un point de vue là-dessus? Tu es avec nous? Trahison au sein de notre population. Être honnête est une malédiction. Trahison au sein de notre population. Être honnête. Vive le ministère, vive le ministère. Vive le ministère, exactement. Je me suis permis de faire cette intervention pour la simple raison que c'est un homme. C'est un homme, et je crois que Maboula l'a bien expliqué. C'est être un homme au sein d'une institution, par moment, nous oblige soit à tenir compte de qui on est et à quel moment on parle au nom donc d'un groupe. Sur une échelle, par exemple, vous savez, dans les bureaux municipaux, dans les partis politiques, il y a des réunions internes, il y a des discussions internes. Et donc, à un moment donné, quand la parole émerge après en public, effectivement, si on a un avis divergent au sein du groupe, dès qu'elle émerge en public, on est obligé donc de représenter la parole du groupe. À ta question, polémique, une fois de plus, et c'est mis. Non, mais moi, faut arrêter de me coller des étiquettes comme ça. Faut arrêter. Ouais, je sais bien. Mais je répondrai pas par oui ou par non. Mais moi, je trouve quand même dans le parcours en fait de Malcolm X, c'est qu'il s'est toujours rapproché de lui en fait. Et je crois que c'est le propre de chaque être humain, c'est à un moment donné d'essayer de se connaître en vérité. Et donc, comme il était en prison, comme il était vraiment au bas de terre, comme disait Maboula, je crois que petit à petit, dans sa construction, il s'est enrichi. Et puis, plus ça allait, plus il avait du recul aussi de là où il était et de la parole qu'il était en train donc de répandre. Et si on parle aujourd'hui, nous encore de lui, c'est que il a une importance. Et comme tout être humain, il y a une part de zone d'ombre qu'on va peut-être encore découvrir dans les années à venir. Exactement. On citait Martin Luther King, c'est la même chose. Ces moments extra-conjugaux, on les a aussi appris tardivement, nous, en tout cas en Europe. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore été documenté. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, moi je répondrai pas franchement. Excuse-moi ici, documenté, tu veux dire mis en documentaire
ou prouver? Parce il n'y a pas de doute sur les affaires extra-conjugales ça n'a pas été documenté, c'est mis en documentaire. Ah d'accord, ok. Quelque chose comme ça. Ok. Je dis pas autre chose, Maboula, faut pas m'attaquer. D'accord. Parce que ça compte, mais voilà. Non, mais bien sûr, mais moi je pardon à Tissot de t'avoir interrompu. Non, pas de souci. Atisso continue. Après, je répondrai à Maboula. Atisso continue. Non, je peux plus continuer. Mais l'essentiel a été dit. Non, mais sincèrement, l'essentiel a été dit. C'est-à-dire que voilà, je pense qu'on peut pas. Enfin, il y a effectivement cette idée d'être au sein d'un groupe, d'un mouvement, d'un parti, et donc de devoir porter une parole donc auprès d'autres et garder cette lucidité en tant qu'individu, quoi. Ok, non mais moi je suis pour qu'on ouvre les dossiers en fait. Donc Maboula, moi je suis pour qu'on ouvre tous les dossiers parce qu'il y a et puis honnêtement il y a quelque chose qui m'agace là tout le temps dire que Farrakhan il a participé à l'assassinat de Malcolm X et tout. Quand il y a le documentaire là qui a tué la série documentaire qui a tué Malcolm X, le nom de Farrakhan n'est pas cité une seule fois. Donc c'est ça en fait. Moi, je veux qu'on ouvre les archives, qu'on dit qui a fait quoi. Moi, je suis pour la vérité. Après, ça va. Moi, je suis pas pour déboulonner les mythes, mais j'aimerais avoir tous les aspects d'un personnage. Parce qu'on en a fait des mythes. Malcolm X, c'est un mythe. Martin Luther King, c'est un mythe. C'est des gens qui ont été récupérés. On peut rien dire. Louis Farrakhan, c'est le diable. C'est lui qui a participé à la mort de Malcolm X. Tu vois. Donc c'est ça en fait. Moi, je suis pour qu'on ouvre les dossiers. C'est tout. Ni plus ni moins. Alors, Simone, rapidement, et après Wilfried. Rapidement, juste pour dire, quand tu es pour qu'on ouvre les dossiers, moi je suis pour qu'on aille questionner le FBI de ce que savait réellement le FBI pour avoir permis que des gens fassent le FBI, CIA, ce que savaient ces institutions-là, parce que elles étaient dans tous les meetings où était Malcolm X, elles avaient des indicateurs. Donc, au moment des procès, elles ont jamais dit que les deux personnes qui ont été innocentées n'étaient pas les coupables et elles avaient l'information. Voilà. Dans le documentaire, d'ailleurs, le documentaire, il tient quasiment exclusivement sur les révélations des dossiers déclassifiés du FBI. Hein, et encore, il y avait beaucoup d'espace qui était beaucoup de textes qui ont été masqués, donc qu'on n'a pas toutes les informations que le FBI et la CIA avaient sur l'assassinat, mais on peut présumer qu'en fait ils étaient au courant de tout, hein, si ce n'est pas eux qui. Bien sûr qu'ils étaient au courant de tout, mais c'est clair, et bien sûr que les archives sont classifiées et qu'il y a toujours un délai, je ne sais pas c'est combien de décennies avant les 50 ans avant que les archives soient déclassées. Mais bien sûr qu'on le sait, il y a un programme qui s'appelle The Counterintelligence. COINTELPRO, mis en place par Hoover. Voilà, mais on sait mais eux ils ont tout fait. Enfin, je veux dire, c'était ouf. C'est tellement quand les archives elles ont été déclassifiées, c'est tellement dingue ce qui a été découvert qu'on a mis des limites au FBI et que ces limites elles sont restées en vigueur jusque 2001, jusqu'aux attaques du 11 septembre. Et là, avec les Patriot Act, on est revenu sur des droits étendus pour la surveillance intérieure et tout ça, et même à l'étranger. Mais là, quand COINTELPRO, je crois à la fin des années 70, les archives elles ont été déclassées, mais ils ont dit c'est trop, vous avez trop fait. C'est trop. Enfin, le FBI, on sait qu'ils ont quelque chose à faire dans l'histoire. Après, tout à l'heure, je disais, c'est un détail de savoir qui exactement a tué Malcolm X, puisqu'il y a tellement de choses, tellement de personnes qui pouvaient tuer Malcolm X. Et que l'un des rôles du FBI, s'ils n'ont pas fait eux-mêmes, c'est le rôle du FBI, c'était justement de jeter de l'huile sur le feu, d'accentuer les conflits, d'accentuer les problèmes. Donc maintenant que ce soit Farrakhan ou les mecs de Newark, on s'en fout, ou le FBI lui-même, c'est pas grave, parce que le conflit était déjà là. Même Kathleen Cleaver, quand elle est venue à Paris, on lui a posé une question, quelqu'un lui a posé la question, c'était en 2012, et qui lui a demandé « Quel regard portez-vous » Donc Kathleen Cleaver, qui était au sein des Black Panthers, a dit... La femme d'Edwidge Cleaver. Voilà, à un moment, parce qu'après ils ont divorcé. Ouais,
Et donc, on lui a demandé quel regard portez-vous sur cette période des Black Panthers, donc la fin des années 60 jusqu'au début des années 70, quand elle en était membre. Elle a dit, bah, aujourd'hui, puisqu'elle est âgée aujourd'hui, elle a dit, aujourd'hui, je vois à quel point on était jeunes. On était jeunes. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient, parce qu'il y a toute cette iconographie qui... Oui, ils étaient très jeunes. Encore aujourd'hui. On était super jeunes. 2, on était hyper naïfs. On croyait vraiment qu'on allait gagner. On croyait vraiment qu'on allait gagner, on croyait qu'on avait nos chances. Et troisièmement, mais on n'avait pas du tout conscience de l'infiltration du FBI. Elle fait ça, on ne le savait pas. On ne le savait pas. Et c'est très bien montré dans le film Judas and the Black Messiah, en fait, sur Fred Hampton. Elle dit, ça, on ne savait pas. Nous, on croyait qu'on avait toutes nos chances, qu'on faisait nos trucs, qu'on s'organisait. Mais elle fait l'infiltration, ça, on ne le savait pas à l'époque. Donc, je veux dire, tous ces mouvements, ils ont été infiltrés. Tous ces mouvements ont été infiltrés. Et l'infiltration, ça voulait dire, ça veut dire que vous n'avez pas à tuer les gens directement. Vous pouvez faire en sorte que les gens de l'organisation se tuent eux-mêmes. C'est des embrouilles, voilà, c'est ça l'infiltration. Et ça, on le saura quand on aura accès à toutes les archives. C'est tout. Alors, merci Maboula. Alors, on a dépassé l'heure. Donc, Wilfried, est-ce que tu peux faire ta prise de parole de manière succincte? Vas-y, Wilfried. À toi la parole. Vas-y, à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Oui, ce sera bref. Je vais vous poser une question justement avant que vous ne fermez la room. Mais juste pour donner mon avis à la question, je pense pas, moi, je ne dirais pas que c'était. J'ai pas vu le documentaire, hein, mais du coup, je vais le regarder juste après. Je dirais, mais d'après tout ce que vous avez déroulé, je dirais pas que c'était un traître, mais en tout cas, c'est du point de vue de l'institution, c'était un caillou dans la chaussure, quoi. Donc c'était un dissident. Et moi, je comprends que quand on se place du point de vue de l'institution, bah, ça n'allait pas dans leurs intérêts. Et du coup, ça amène à ma question à vous tous et notamment à Maboula, que je salue parce que j'aime beaucoup le travail. C'était de savoir en fait si est-ce que vous considérez que à cette époque-là, parce que du coup ça remet en perspective l'aura de Malcolm X, est-ce qu'à cette époque-là son charisme et le pouvoir qu'il avait de fédérer n'était pas encore assez fort pour prendre ses distances et créer lui-même un mouvement, puisque c'était quand même, comme tu disais, une grande personnalité, ou alors c'était vraiment de l'entêtement et il était borné à se dire que je vais changer les choses de l'intérieur parce que visiblement il y avait un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que la nation of Islam, comme tu dis, à la base c'était pas pour les droits civiques en fait. Et on se demande est-ce que c'était un manque de discernement qui ne prennent pas ça en considération, ou alors c'est parce que au contraire il avait conscience qu'il avait quand même besoin de s'appuyer sur une structure, une institution comme ça pour devenir qui il était. Je sais pas si ma question elle est claire. Si, c'est très clair. Merci Wilfried, c'est très clair. Moi, je pense que donc Malcolm X, au départ, il était vraiment à fond avec la nation d'islam. Donc, la question de partir ne se posait pas. Ensuite, il y a son évolution et sa conscience, on va dire une conscience diasporique, une conscience du fait que la question africaine-américaine ne se limite pas aux États-Unis, que la question noire globale, que la question africaine globale, elle a aussi des ramifications en dehors du monde. Donc lui, il a eu cette conscience panafricaine qui était beaucoup plus importante que la conscience de la nation d'islam qui au départ est vraiment locale, vraiment nationale. C'est les États-Unis, c'est pas autre chose. Et tu le verras dans le documentaire, mais on sait que les parents de Malcolm X étaient des adhérents du mouvement de Marcus Garvey et de l'UNIA, Universal Negro Improvement Association. On sait que la mère de Malcolm X, elle avait des origines antillaises. Tu vois, donc lui, peut-être que plutôt que certains membres typiquement africains-américains de la nation d'islam, ils savaient qu'il y a des choses qui se passaient ailleurs, mais d'un autre côté, on peut très bien se dire que Louis Farrakhan, il est de Trinidad et lui aussi, il a une conscience diasporique. Mais la nation, elle s'occupait des États-Unis. Donc au moment où Malcolm X quitte la nation d'islam, bah, il veut fonder une autre organisation. Et qui s'appelle l'organisation, c'est quoi Organisation de l'unité africaine. Voilà.
Et quand il fait ça, c'est parce que l'organisation de l'unité, ce qu'on appelle l'Union africaine aujourd'hui, venait d'être créée. Donc il a un œil sur l'extérieur. Il a voyagé d'ailleurs. Il a voyagé en Afrique, il a été jusqu'en Arabie Saoudite aussi. Voilà, il sait, il y a le mouvement des non-alignés. Il essaye de faire autre chose, sauf qu'il n'a pas le temps. C'est exactement ce qu'il est en train de faire quand il est assassiné en 1965. Mais c'est ce qu'il aurait voulu faire. Malcolm X, ce qu'il voulait, c'était, en gros, porter plainte ou amener les États-Unis à se faire condamner par les Nations Unies. Et donc, il avait développé des liens diplomatiques avec des nouveaux chefs d'État du continent africain, notamment, ou même jusqu'en Asie. Donc, c'est ce qu'il voulait faire, sauf qu'il n'a pas eu le temps et que c'était un travail qui aurait demandé, beaucoup, encore une fois, de travail de terrain et beaucoup d'années, parce que Malcolm X, il s'était embrouillé avec tous les autres leaders du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, par exemple. Tu ne peux pas dire vous êtes des vendus, vous êtes des oncles Tom pendant je ne sais pas combien d'années, pendant une dizaine d'années, et puis après dire les gars, ça y est, j'ai quitté la nation d'islam, maintenant je suis avec vous. Tu vois, donc il aurait voulu faire ça. Il avait commencé à faire ça, et aux États-Unis avec Martin Luther King notamment. Voilà, tu vois, avec tout le monde. Mais on parle, quand il a été, interdit de parole pour la nation d'islam, ça c'est à partir de novembre 1963. Et quand il est assassiné, c'est février 1965. Donc c'est pas longtemps, mais c'est ce qu'il voulait faire. Mais c'est ce qu'il voulait faire. Et c'était encore tout petit. Son organisation, elle était toute petite. Ouais, merci Maboula, et je suis très content qu'on finisse là-dessus parce que c'est un aspect de la vie de Malcolm X qui est très négligé au vu de l'importance et de la potentialité qu'il y avait, parce qu'on a un peu rapidement dit en fait il est parti à la Mecque et il est devenu sage, et puis ça y est, il était plus raciste, et c'était cool, alors que il y a tout un voyage initiatique qui est à l'origine de cela, toute une évolution de sa vision du monde et des rapports de force, et en fait de la prise de conscience qu'en fait les Afro-Américains ne sont pas seuls en fait, et qu'ils pourraient s'appuyer sur tout un continent, plus même les pays qu'on appelait le tiers-monde à l'époque, pour améliorer la condition des siens, et effectivement on lui a pas laissé le temps de développer ça, alors que c'est vraiment l'aspect intéressant, parce que c'est ça le vrai, enfin en tout cas un des héritages importants qu'il a laissé, et en fait après ceux qui ont tenté de poursuivre son projet, c'était les Black Panthers, qui ont justement essayé de développer aussi cet aspect international. Mais ça, on en parlera à un autre épisode. Avec Judas and the Black Messiah, on l'espère. Pourquoi pas, voilà. L'année prochaine. Par exemple, voilà. On invitera Maboula encore pour ça. Inch'Allah. Alors, on va passer... Ah, il y a Daryl qui veut dire quelque chose. Une dernière. Alors, très rapide, parce que je dois aller faire une course avant. J'ai très mal de ne pas pouvoir intervenir, en fait. J'ai très mal. Je vous écoute depuis là. Je suis dans les transports. Ça me fait très mal. Il y aura d'autres occasions, Daryl, t'inquiète pas. On pourra reparler de Malcolm, de Mohamed Ali, des Black Panthers, t'inquiète pas. Il y aura d'autres roues, mais il n'y a pas de souci. Merci en tout cas d'être là et de continuer à nous suivre. Et Simi, on va passer aux sorties de la... Alors, il y a un film, une comédie qui s'appelle Sankara et moi, de Laurent Deboise. Ça, je parle pour la France, qui sera diffusé à la Bourse du Travail à Bobigny, à l'écran nomade, samedi 11 décembre à 20h. Une comédie Sankara et moi. Donc voilà. Merci. Alors, en France aussi, on a la sortie du film Lingui,
Les Liens Sacrés, du réalisateur tchadien Mohamed Saleh Haroun, donc un célèbre réalisateur. Je vous invite à aller regarder le film, aller lire l'article qu'on a publié sur Africulture également à ce sujet. Et puis, il y a le festival en Afrique du côté du Sénégal. On a le Festival international de court-métrage Dakar-Court qui a démarré lundi 6 et qui se termine ce samedi 11 décembre. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui sont au Sénégal, allez-y, ça se passe à l'Institut français. C'est voilà pour les sorties de la semaine. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette room. Je remercie particulièrement Maboula. Maboula, est-ce que tu as un dernier mot avant de nous quitter? Non, merci pour l'invitation. Merci Samba, merci Essimi, merci à tous les participants et les participantes. Et je vous ai donné un quart d'heure de plus que ce qui avait été prévu. Et vous en profitez parce que vous savez toujours que je ne vous dis pas non, surtout toi. Tu nous dis jamais non. Non, mais attends, Maboula, je vais te rembourser parce que voilà. Mon temps, tu vas me rembourser mon temps? Oui. Tu vas me rendre mes 15 minutes, Samba? Oui. Alors, je vais te faire un peu de pub. Il y a le livre Le Triangle et l'Hexagone de Maboula Soumaro qui est toujours disponible dans les bonnes librairies. S'il n'est pas, c'est que c'est une mauvaise librairie. Et qui, dernièrement, a été traduit en anglais. Black is the Journey, c'est ça? Voilà, Black is the Journey, ouais. Black is the Journey, oh là, je suis trop fort. Voilà, qui est disponible maintenant donc, dans les bonnes librairies aux États-Unis aussi, si je ne me trompe pas. Et en Angleterre, voilà, très bien, pour nos amis londoniens notamment, communauté londonienne. C'est tout. Je remercie à Tissot, Tara, Simone, Daryl, Wilfried et tous ceux en bas qui nous écoutent depuis tout à l'heure, Céline, Smooth, Abeng, Bouba, Françoise, James, Likita, etc. Voilà, n'hésitez pas les prochaines fois à monter. On se retrouve donc dans 15 jours. Et Simi, c'est quoi le prochain film? Alors, on se retrouve le 23 décembre. Le prochain film, qui est encore un film sur Netflix, il s'appelle Clair-Obscur de Rebecca Hall avec Tessa Thompson et Ruth Negga. C'est le sujet, la thématique, c'est sur le colorisme. Et notre débat, ça va être s'il y a un privilège pour les Noirs qui ont la peau claire par rapport aux Noirs qui ont la peau foncée dans le cinéma. J'aime trop les polémiques. Trop les polémiques, Essimi. 23 décembre. Non, c'est sur le colorisme, c'est intéressant. Essimi aime les polémiques. Vous n'êtes pas gentil avec moi, vraiment. Vous n'êtes pas gentil. Mais c'est pour ça qu'on t'adore, Essimi. Vous n'êtes pas gentil avec moi, vraiment. Alors, Essimi, le mot de la fin. Et comme dirait notre cher ami et tendre réalisateur Quentin Tarantino, je prends pas Spike, je prends Quentin Tarantino. Vive le cinéma, à dans 15 jours, le 23 décembre, à 19h30, le Ciné Club Afro sur Clubhouse. Suivez-nous sur notre page Instagram, Ciné Club Afro, pour avoir de plus en plus d'informations sur nos prochaines rooms. Merci beaucoup, merci à vous. Bonsoir à tous. Bye bye. Bonne soirée. Oui. Ciao Maboula. Merci. Merci à Maboula. Ouais, merci tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.